Eric Vuillard, vous êtes donc lauréat du prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone pour l'ordre du jour, donc paru aux éditions Axe Sud. Ce livre est un récit historique, comme la plupart de vos autres livres. Vous êtes intéressé donc à l'histoire, la chute de l'Empire Inca dans Conquistador, la conquête coloniale dans Congo, la Première Guerre mondiale dans la bataille d'Occident ou encore la Révolution française dans 14 juillet. Alors pourquoi cette envie de revisiter l'histoire, souvent par ses coulisses ? C'est pas forcément, comment dire, c'est une chose qui est liée, comme toujours, la littérature, je crois. D'ailleurs, toutes les activités sociales on est pris dans un moment du temps, et il me semble que l'histoire aujourd'hui est une des possibilités de dire quelque chose sur un présent qui est confus, difficile peut-être à aborder d'une autre manière. Donc après, je lis comme tout le monde, je m'intéresse à des sujets que j'essaie d'approfondir tout au long de ma vie comme lecteur, je veux dire. Et puis tout à coup, j'ai le sentiment d'avoir une idée et le désir d'écrire. Et c'est l'articulation des deux, de cette idée et de ce désir qui fait que je commence un livre. Est-ce que c'est fait pour secouer les consciences, ce livre, qui parle des prémices de la Deuxième Guerre mondiale ? En tout cas, je pense que la littérature, en général, a à voir avec quelque chose, ce que vous appelez la conscience. C'est-à-dire que l'histoire de la littérature, en quelque sorte, accompagne l'histoire de l'émancipation. On voit bien que, d'ailleurs, la liberté, à la fois de la presse et la liberté d'écrire ce que l'on souhaite, sont parmi, je ne sais pas comment le dire, ce qui accompagne la marche, disons, du plus de démocratie. Donc, en somme, de ce point de vue-là, j'ai l'impression simplement de m'inscrire dans cette histoire. Donc c'est la responsabilité de tout un chacun. Je crois, oui. L'un des événements donc, de ce livre, c'est ce dîner donc, le 20 février 1933, où Hitler et Göring demandent à 24 grands entrepreneurs allemands, comme Krupp, Opel ou Siemens, de bien vouloir financer la campagne électorale nazie. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec le financement des campagnes aujourd'hui. Oui, il est très certain. On a toute une gradation de ce qu'on peut appeler le lobbying jusqu'à la corruption. C'est d'ailleurs selon les lois, parce que si les lois changent, une chose qui était simplement du lobbying devient de la corruption. Vous savez que les lois électorales de financement ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en France. Ce qui se fait aux États-Unis est pour nous impossible, doit se faire précisément de façon secrète. Donc, bien sûr, c'est un enjeu, les élections majeures pour les grandes entreprises, et comme le pouvoir le moins contrôlé, celui qui domine, c'est le pouvoir industriel et financier, eh bien, il cherche à s'emparer évidemment du processus électoral, et je crois qu'il y parvient assez bien. Oui, parce que ça nous ramène donc à ces accointances entre les industriels et le pouvoir politique. Alors là, je ne sais pas si vous pensiez à Davos, au G20, en écrivant ce livre, par exemple. Disons qu'en tout cas, vous me parliez du présent, il est très difficile d'écrire quelque chose de consistant depuis l'intérieur de Davos ou le G20, puisqu'on n'y a pas accès, justement. C'est peut-être aussi une des raisons de recourir à l'histoire. C'est-à-dire que là, après un drame aussi terrible que celui de la guerre mondiale, évidemment, il y a eu le jugement de Nuremberg, et à ce titre, on peut savoir ce qui s'est passé le 20 février 1933, que vous évoquiez, lorsque Hitler et Göring reçoivent 24 des plus importants chefs d'entreprise, parce qu'il y a eu des témoignages à Nuremberg, parce qu'on a les notes de Krupp qui lui ont été prises par les services et qui ont été ensuite exposées pendant le procès, si bien qu'on peut reconstituer ce moment très particulier, d'un point de vue littéraire, le mettre en scène. Pour Davos, je n'ai pas accès aux archives. Alors peut-être que quelqu'un le fera plus tard. En tous les cas, là c'est donc Krupp qui est en photo de votre livre. Racontez-nous un peu cette rencontre. Vous voulez dire avec avec Hitler, Göring. Ah oui, la rencontre, pardon. Oui, alors c'est... Donc cette rencontre donc, qui est très intéressante sur les liens précisément entre les industriels allemands et Hitler. Et Hitler. Alors c'est une rencontre en fait où chacun a besoin de quelque chose, évidemment. D'un côté, comme on vient de le dire, les nazis ont besoin, ils ont des finances en fait exsangues quand ils accèdent au pouvoir, ils ont donc besoin de financer la dernière campagne électorale, nous dit Göring, du siècle. Et les chefs d'entreprise, eux, ont besoin d'une clarification, comme ils l'appellent, dans un langage un peu euphémisé, d'une clarification de la politique économique qui va être celle du Troisième Reich. Et donc Hitler va les rassurer, leur dire... vous serez les fureurs de vos entreprises. Vous serez les fureurs de vos entreprises, les syndicats seront éradiqués, ce sont les dernières élections du siècle, leur dit Göring. Donc tout ça est tout à fait favorable pour eux à l'installation d'un régime qui leur permette d'extraire le maximum de plus-value. Et donc c'est une entente au fond. C'est ce qu'on peut appeler, c'est d'ailleurs été qualifié comme tel à Nuremberg, un complot en fait, là en l'occurrence contre la République de Weimar et contre la paix.
Vous secouez un peu nos consciences en nous disant que finalement, tous ces industriels sont encore là aujourd'hui. Vous écrivez, ils sont là parmi nous, entre nous. Ils sont nos voitures, nos machines à laver, nos produits d'entretien, nos radios-réveils, l'assurance de notre maison, la pile de nos montres. Ils sont là partout, sous forme de choses. Notre quotidien est le leur. Oui, d'ailleurs, là, dans les informations que vous venez de donner, on les a vus sans cesse, en fait. Parfois, ils étaient là avec l'affaire des Panama Papers. D'autres fois, ils n'étaient pas là, mais il était question d'extraction dans les mines, je crois, au Congo. Enfin, ils sont toujours là, plus ou moins, finalement, soit en coulisses, soit sur le devant de la scène. Enfin, plus rarement sur le devant de la scène. Là, il faut que des journalistes aient fait des enquêtes et révèlent des choses sur eux. Donc, bien sûr, ils sont aussi les choses autour de nous. Le capitalisme a eu cette particularité de se déployer jusque dans notre intimité la plus grande. Jadis, nous avions des objets fabriqués par des artisans. Aujourd'hui, nous avons des objets manufacturés qui sont le fait de toutes ces entreprises qui sont fabriquées dans le monde entier, concentrant les richesses ici au détriment du reste de la planète. Donc c'est un appel à la vigilance d'une certaine façon ? Peut-être, je ne sais pas si la vigilance est le mot que j'emploierais. Il y a différents contextes. Enfin, chacun se trouve dans l'existence à une position différente. En tout cas, vous dénoncez quand même les compromissions, la responsabilité allemande dans la machine de guerre nazie. Ça nous ramène quand même à nos propres responsabilités en qualité de citoyen. Oui, à ce titre, tout à fait, oui. Bon. Et vous rétablissez également quelques vérités historiques avec la panne des Panzer à la frontière autrichienne. Et là, on a peine à imaginer, effectivement, ces blindés qui n'arrivent pas à avancer. On imagine que la machine de guerre est prête et qu'elle est infaillible. Et donc, là, c'est un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément, sur lequel vous levez le voile. Oui, ce qui est d'autant plus curieux et intéressant qu'au fond, il est disponible dans les mémoires de Churchill, qui est à la fois un personnage historique de premier plan, qui a même prix Nobel. Enfin, donc, normalement, on devrait les lire et connaître cet événement. Or, c'est un événement qui reconfigure quand même un petit peu les choses. C'est à partir du moment où, en 1938, l'armée allemande est à ce point, improvise à ce point, que font nos chefs d'État et comment se fait-il qu'on en soit encore à ce qu'on appelait la politique d'apaisement, c'est-à-dire à une politique qui vise à maintenir la paix à tout prix, quelles que soient les exigences de l'Allemagne nazie. Donc c'était ça qui était du coup intéressant. Et puis il faut dire que la scène en soi, pour des raisons littéraires, était excitante. Enfin, on a évidemment envie de raconter cette panne et cette scène un peu chaplinesque où tout à coup Hitler, croyant envahir l'Autriche, se retrouve pris dans les embouteillages vociférants. Merci beaucoup, Éric Vuillard, d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre livre, Prix Goncourt 2017, L'Ordre du jour, paru aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.